On est tous déjà tombés sur ce genre de guide pour écrire en hiéroglyphes. Apparemment, il y a 4000 ans, mon pseudo s'écrirait comme ça. Facile, non ? Raté. C'est juste de la phonétique appliquée bêtement. Pour s'exprimer, les Égyptiens utilisaient plus de 5000 signes différents qui pouvaient représenter des lettres, des syllabes, des idées ou tout à la fois. Ça, par exemple, ça veut dire bouche, mais aussi le son R. Plus personne ne parle cette langue depuis 1600 ans, alors comment a-t-on réussi à la traduire ? Grâce à un miracle archéologique. La pierre de Rosette et son texte écrit en hiéroglyphes, en démotique et en grec, lui, on le comprend parfaitement. Ne restez plus alors qu'à comparer. On commence par les noms propres, Ptolémée et Cléopâtre. À partir de là, tout se décline facilement. Sans la pierre de Rosette, sans ce coup de chance archéologique, les secrets de cette civilisation millénaire auraient disparu pour toujours. C'est malheureusement le cas pour beaucoup d'écritures qui nous sont aujourd'hui indéchiffrables. Le manuscrit de Voynich. Voynich est un collectionneur d'objets d'art. Alors qu'il fouille dans de vieilles archives jésuites à Rome, il tombe sur cet étrange livre. En plus d'être ancien, fin du Moyen-Âge, il est écrit dans un alphabet inconnu. On y voit des plans d'un autre monde, des remèdes ésotériques, de l'astrologie, des rites anciens. C'est incompréhensible. Ce texte va rendre fou les experts du monde entier. Friedman, le crack qui a décrypté les messages japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, pense que c'est un message codé. Les phrases auraient été transformées. Il suffirait simplement d'en comprendre la logique pour refaire à l'envers. Pour ça, on a besoin d'identifier une phrase récurrente. C'est comme ça qu'on a fait pour les messages codés allemands. Sauf que pour Voynich, on n'a pas ça. Et c'est un sacré bordel. Une quarantaine de caractères pour 35 000 mots. Un ratio cohérent pour une langue européenne. Mais il y a aussi des structures typiques de langue orientale. Toutes les théories vont y passer. Il s'agirait de proto-romain, de catalan, d'hébreu, de turc et même de l'aztèque. Régulièrement, des petits malins annoncent avoir percé le mystère. Le dernier était en 2019. Débunké par Linguisticae. C'était du vent. En réalité, ça n'est même probablement pas chiffré puisque la structure est celle d'une vraie langue. On a donc pensé à de la stéganographie, un livre qui détourne l'attention du lecteur pour cacher des communications secrètes, ni vues ni connues. Ça peut être dans les dessins, la taille des pages, le nombre des mots, un peu comme dans cette image de bâtiment d'un autre ouvrage où la disposition des fenêtres correspond à des lettres. Qu'est-ce qui pourrait être si sensible pour autant brouiller les pistes ? Ces plantes, ces recettes, y aurait-il un remède divin guérissant toutes les maladies ? Ou pas ? La dernière théorie vu qu'il s'agisse d'un troll. Pas de Voynich. On a prouvé au carbone 14 que le texte datait vraiment de 1420. On a aussi des registres en 1639 qui attestent l'existence du bouquin. Non, le vrai farceur, c'est peut-être son auteur qui a voulu se moquer des livres ésotériques. Les analyses graphologiques montrent que celui qui tenait la plume n'était pas un pro. Peut-être même un charlatan qui faisait des livres faussement mystiques pour arnaquer les riches. C'est quelque chose qui a déjà été fait dans l'histoire, mais jamais poussé à un tel point. Le mystère reste donc entier. En parlant de civilisation ancienne, laissez-moi vous présenter notre sponsor, Rise of Kingdom. Pour ceux qui ont toujours rêvé d'être rois et construire leur empire, choisissez parmi les 13 civilisations qui ont marqué l'histoire, Chine, Byzance et même France. Toutes ont leur spécificité, des bonus pour la récolte, pour la construction ou pour l'attaque, comme l'Égypte, mes préférés. Va falloir commencer par vous faire une ville, construire vos bâtiments, améliorer votre armée et entraîner vos champions. Faites aussi les bons choix de développement technologique pour pas finir à la ramasse, détruit par vos ennemis. Parce qu'il y a plus de 100 millions de joueurs qui rêvent de faire de vous leurs serviteurs. Si vous avez besoin d'aide, invitez vos amis et créez une alliance pour régner sur le jeu. Cette carte immense là, où les gens se battent, ça peut être votre fief. Pas d'excuses, c'est dispo sur mobile et PC crossplay et c'est gratuit. Chez Trash, on vous offre un bonus spécial avec ce code. Téléchargez Rise of Kingdom, le lien est en description. Rongorongo. En 1722, les Européens débarquent pour la première fois sur une île mystérieuse. Des centaines de statues terrifiantes s'y dressent, l'île de Pâques et ses moailles. Un colon, Monseigneur Jossen, y recevra un étrange cadeau. Enroulé dans des cheveux humains, une tablette recouverte de symboles. Il est pris d'une fascination soudaine. Tout est propre et bien tracé, comme si la pierre voulait lui dire quelque chose. Il en trouve 3 autres et dédiera sa vie à les comprendre. C'est vraiment une écriture bizarre. Il faut lire en retournant le texte à 180 degrés à chaque ligne. On appelle ça du boustrophédon inversé et c'est unique au monde. Un local métoro prétendait savoir parler cette langue déjà très ancienne à l'époque, le rongorongo. Avec Jossen, ils réussissent à traduire 2 stèles. Ce sont des chants religieux. Sauf que quand des experts réanalysent le travail, c'est n'importe quoi. Beaucoup trop de raccourcis, faut tout reprendre à zéro. Aujourd'hui, on n'a trouvé que 26 de ces stèles, dont certaines peut être fake. Le reste a été détruit ou perdu, alors qu'il y en avait des centaines à l'arrivée des Européens. Alors, par où commencer ? Peut-être réussir à traduire des noms propres comme pour les hiéroglyphes,
Le problème, c'est qu'on ne connaît quasi rien de la culture locale. Entre les massacres, l'esclavage et les épidémies, la population a été anéantie. Il ne reste que 111 personnes en 1877, et c'est beaucoup d'étrangers. Les chercheurs auraient pu se reposer sur des similitudes avec les cultures d'autres îles cousines, mais il n'y en a pas. C'est un des endroits les plus isolés au monde. La dernière option, ça serait une nouvelle pierre de Rosette made in Pack, pour comparer la langue avec une autre. Mais là, il n'y en a pas non plus. Metoro, seule source connue à avoir maîtrisé Rongorongo, ne le connaissait pas en fait. Il a interprété à partir de chants locaux, sans vraiment savoir lire. Le pire, c'est qu'on n'est même pas sûr qu'il s'agisse d'une écriture. Plutôt une proto-écriture. Ça ne retranscrit pas la langue, ça sert juste à s'en souvenir. Par exemple, Johnny Hallyday n'écrirait pas « allumer le feu », mais le dessin d'une allumette et du feu. Vu que c'est le seul endroit de toute la Polynésie où on a retrouvé des textes anciens, peut-être qu'on essaie de déchiffrer une écriture qui n'a jamais eu le temps d'en devenir une. Le maximum qu'on puisse faire, c'est de faire des catalogues de caractères et de déterminer la nature des textes. C'est confirmé qu'il s'agit bien de chants, mais aussi d'un calendrier dont on ne connaîtra probablement jamais le sens. L'écriture Vincha. En fouillant une petite grotte de Bulgarie, Alexander Peff découvre un étrange mur gravé de 50 caractères inconnus. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il en envoie une copie à des collègues soviétiques pour qu'ils lui donnent un coup de main. Grossière erreur. La Bulgarie, alliée des nazis, intercepte le message. Les signes sont tellement bizarres qu'il croit à un message codé envoyé à l'ennemi. Pev est fusillé. Tout ça à cause de l'écriture Vincha. On en a retrouvé un peu partout à 200 km à la ronde, les plus vieilles formes datant de moins 5000 ans. Attends, mais ça va pas. À l'école, on nous a appris que l'écriture est née en moins 3300 en Mésopotamie. Est-ce qu'une civilisation inconnue aurait eu 1700 ans d'avance ? Les textes retrouvés sont courts, vraiment très courts. Les 50 caractères de Pev, c'était le plus long. L'écriture est plutôt abstraite. Des animaux, des pinceaux, des croix, tout sur des poteries. La première théorie est religieuse. On a retrouvé dans les tombes des marques similaires. Une offrande aux dieux. La deuxième théorie, c'est la thune. Un sixième des symboles sont des nombres, et le quart des inscriptions se trouve au fond des poteries, comme un code-barre pour indiquer le prix. Vu que ce peuple marchandait beaucoup avec ses voisins, ça fait sens. C'est cool, mais que veulent dire les caractères restants ? Que pouvait-il bien écrire sur le mur de la grotte ? Une civilisation tellement en avance sur son temps, que pourrait-elle nous apprendre ? Des faits historiques inconnus, des liens avec nos mythes, l'emplacement de trésors jamais révélés ? Pour l'instant, sans nouvelle découverte, on patauge. Au vu de leur ancienneté, il s'agit peut-être encore d'une proto-écriture intraduisible que les Vincha ont emportée dans leur tombe. La découverte de Glosel. En fait, l'écriture a été inventée en Auvergne, et c'est une vache qui l'a trouvée. En 1924, dans la campagne de Glosel, Émile Fradin et son grand-père essaient de débloquer le pied de leur vache, coincé dans une fosse en briques. En fouillant dedans, jackpot. Des tas d'ossements, des tablettes d'argile et des outils en pierre. La nouvelle se répand. Tout le village vient visiter le lieu, ramenant même des souvenirs à la maison. Une institutrice prévient la société archéologique locale, qui vient étudier la fosse, et c'est un vrai travail de sagouin. Ils dégradent tout. Pour eux, ça n'a aucune valeur. Le docteur Morlaix, le médecin du coin, entend parler de l'histoire. Il est fan d'archéologie et loue le terrain pour organiser des fouilles. Il trouve plus de 3000 objets du néolithique allant jusqu'à moins 5000 ans. Et certains portent des inscriptions. Jamais on n'avait trouvé des traces d'écriture aussi vieilles. Rappelez-vous, l'invention de l'écriture, c'est en moins 1300 en Mésopotamie. Morlaix publie des articles convaincus d'une révolution. Mais un truc cloche. Certains des objets seraient encore plus vieux qu'on ne le pense. Du paléolithique supérieur jusqu'à moins 40 000 ans. Car on trouve une gravure représentant un renne, alors qu'ils ont disparu de la région vers moins 10 000. René Dussault, un conservateur du Louvre, vient à Glosel étudier la fosse et accuse de contrefaçon le berger qui a fait la découverte. Des procès ont lieu jusqu'en 1936. Le docteur Morlaix décide d'arrêter les fouilles en attendant que des méthodes d'études plus efficaces soient mises en place. Ça devient un conflit national entre les gloséliens et les anti-gloséliens. Tout le monde a son petit avis sur la véracité de la découverte. La presse se déchaîne. 50 années passent avant que le ministère de la Culture autorise de nouvelles fouilles. On n'a pas trop de détails, mais un résumé officiel de 13 pages est publié. Il explique que la majorité des objets datent du Moyen-Âge et grand max de l'âge de fer. Pire, quelqu'un a mis dans la fosse des fakes très mal réalisés. On parle d'os taillés avec des techniques modernes d'argile mal cuite qui n'étaient pas censées résister aussi longtemps, et des harpons faits avec une technique stupide de forme inutilisable. Preuve ultime, une tablette a été datée à 1900. Plus c'est gros, plus ça passe. Une des statues est un Claude moche de la dame de Brassempluie, présente dans tous les manuels d'histoire.
Quant aux inscriptions, elles semblent être un gribouillage de plusieurs écritures des alentours. Le docteur Morlaix meurt en 1965, sûrement persuadé que l'écriture est bien née en France. Émile Fradin, lui, disparaît en 2010, à l'âge de 103 ans, sans jamais avoir avoué quoi que ce soit. Aujourd'hui, il n'y a plus que quelques complotistes pour croire à l'histoire de Glosel, et des Auvergnats un peu chauvins. Les hiéroglyphes crétois. L'invention de l'imprimerie, c'est Gutenberg en 1450. Ça, on l'a tous appris à l'école. C'est même ce qui marque la fin du Moyen-Âge. Pourtant, il y a le disque de Phaistos. 16 cm d'argile, 241 signes, imprimés à l'aide de poinçons. Plus de 3000 ans avant Gutenberg. Il y a aussi des petits traits faits à la main pour marquer la ponctuation. En vrai, c'est même pas ça le plus marquant. C'est le fait que ce soit écrit en hiéroglyphe crétois, la première écriture européenne. Malheureusement, on ne sait pas ce que ça raconte. Le nombre de signes et la courte taille des mots font penser à une écriture syllabaire, un peu comme le japonais. On n'a recensé que 307 symboles, la plupart représentant des mots à part entière, les autres des sons. En l'absence d'infos, des intéressés, désespérés de rien trouver, ont supposé que le disque était un calendrier, une partition de musique, un document astronomique, un jeu. On lui a même supposé des origines égyptiennes, chinoises ou atlantides. Le problème, c'est qu'aucun autre artefact de ce type n'a été trouvé. Il y a bien la hache d'Arcalo-Cori. Elle daterait de la même époque, a des signes similaires, mais elle est encore plus incompréhensible. On a fini par prouver qu'elle avait été fabriquée par un analphabète qui n'avait aucune idée de ce qu'il racontait. Sinon, il y a le disque de Vladikavkaz, très similaire, mais écrit à la main. Ça serait une bonne base de travail, ça, non ? Oui, s'il était encore là. Il a littéralement disparu en 2001, en même temps que l'employé qui était présent lors de son analyse. L'administration du musée l'a découvert, impossible d'en savoir plus, et surtout de mener une étude plus poussée. Le pire, c'est qu'on peut même pas s'assurer que le disque de Phaistos soit authentique. Plusieurs chercheurs ont voulu essayer de le dater par thermoluminescence, et le musée qu'il possède refuse toute intervention. Il reste enfermé dans une cage en verre. Un fait que pour attirer les touristes. Quand on a si peu d'exemples fiables, il est compliqué de déterminer si un nouveau texte est en hiéroglyphe crétois ou non. Comme si c'était pas assez compliqué, l'écriture a beaucoup de symboles en commun avec celle qui la succède, le linéaire A. Facile à confondre parce que les deux écritures ont coexisté pendant un siècle. Ça se ressemble, c'est tout aussi incompréhensible, mais c'est pas la même chose. Cette proximité est peut-être ce qui nous permettra de les décrypter un jour. Le linéaire A a évolué en linéaire B, une écriture qu'on a déchiffrée dans les années 50. Là au moins on avait beaucoup de textes à disposition. On pourrait en théorie en retracer l'évolution, et il faudrait retrouver 3 fois plus de textes en linéaire A pour obtenir le même résultat. C'est encourageant parce que c'est pas impossible. Un jour peut-être, ce disque nous livrera ce secret. Moins si c'est un vrai bien sûr. Codex Seraphinianus. Ce texte est un peu plus récent. Il date de 1981. L'artiste italien Luigi Serafin a publié une encyclopédie de plus de 360 pages. Et c'est un succès. Plus de 70 000 exemplaires vendus, alors que personne ne sait le lire. Oui, le langage utilisé a été imaginé par l'architecte et c'est rempli d'illustrations plus étranges les unes que les autres. Est-ce que ça serait pas un jeu de pistes ? Sur une page, on voit une sorte de pierre de Rosette, avec d'un côté l'écriture dans laquelle le livre est écrit, et de l'autre, on imagine que c'est le même texte dans une autre langue. Sauf que cette langue est elle aussi inventée par l'auteur. Ça nous avance pas, mais il reste une piste. Une illustration d'un homme assis sur un transat qui écrit en français sur un bloc géant avec son bras en forme de plume. Il y est écrit « Fille orgiaque surgit et devinée le premier jour sur la digue de Balbec ». C'est un extrait du livre Albertine disparue de Marcel Proust. Et c'est tout. Plus aucune autre piste. On a juste réussi à décoder la numérotation des pages, car oui, même là c'était codé, avec des nombres en base 21. L'auteur s'explique. Ce livre vous donne un sentiment d'analphabétisme qui, à son tour, encourage l'imagination. Un peu comme les enfants qui se plaisent à imaginer une histoire en tenant un livre à l'envers. Ils ne peuvent pas encore lire, mais ils se rendent compte que cet objet doit faire sens et d'imaginer ce que sa signification doit être. Nous propose-t-il un exercice de pensée complexe ou bien un coup marketing de génie pour un bouquin en 250 €? Ça n'empêche pas les plus motivés d'encore essayer de le décrypter. D'après certains linguistes, il y a trop de caractères pour que ça soit un véritable alphabet. Mais il y a des mots trop longs pour que ce soit un syllabaire. Et puis certains mots se répètent souvent, tandis que d'autres apparaissent rarement. Il y a également la présence de majuscules et de minuscules. Bref, ça a tout d'une vraie langue. En 2008, un fan a réussi à proposer un traducteur pour transposer le texte dans un alphabet présent sur une illustration, ainsi qu'un tableau incompréhensible qui récapitule son fonctionnement. Pour le reste, il avoue avoir abandonné. Il est persuadé que l'auteur n'a jamais vraiment cherché à faire passer un message. Le mystère reste entier. Ou pas.
L'auteur a déclaré dans un autre livre, son Décodex, que le livre n'avait pas pour but d'être décodé. Il n'y a donc aucun sens spontané. Tout serait dans l'expérience. On n'est pas loin du manuscrit de Voynich. Tout ceci nous fait réfléchir. Dans quelques millénaires, nous serons à notre tour une civilisation antique que nos descendants essaieront de comprendre. Comment vont-ils interpréter nos abréviations SMS, nos emojis, nos mèmes, nos musiques? Y verront-ils l'expression de nos cultes, de nos rituels? L'avenir nous le dira, mais nous ne serons plus là pour le savoir. Merci encore à Rise of Kingdom de nous avoir soutenus. Lancez-vous dans la conquête avec notre bonus. Téléchargez-moi ça en description.